chaîne de propagande, pourquoi? Parce que quand je vois le processus de création de l'AES, il ne me semble pas qu'il y ait eu une révolution populaire, qu'il y ait eu un référendum du peuple, qu'il y ait eu une agora dans ces trois pays-là pour décider qu'on va créer cette alliance. Est-ce que quand la France et ses autres amis de l'Europe occidentale décident d'éjecter RT, c'était un référendum, c'était une élection où les Européens s'étaient prononcés par rapport à l'éjection de RT? Non. Est-ce que la logique sécuritaire, la logique de protection de la sécurité collective dans cet espace est faite? Est-ce que ça a déjà été consolidé en un an pour qu'on se lance des défis économiques, pour qu'on se lance des défis communicationnels? Où est-ce qu'on va prendre l'argent pour régler cela? La rivalité avec la CEDEAO au niveau politique, est-ce que c'est une rivalité qui peut tenir? Ce n'est que le chaos qui sort de ce côté-là. Et donc, vous avez donc en face une confédération qui se met en place et qui prend conscience qu'elle fait face à une guerre informationnelle. Tout à fait. Et donc, c'est la réponse à cette guerre informationnelle qui s'articule autour de ce projet de création de cette Web TV. Mais pour moi, c'est juste une question de propagande. C'est une question de propagande communicationnelle. Ils veulent avoir un instrument qui leur permet. Est-ce qu'ils ont réglé les problèmes sécuritaires? Mais on ne peut pas analyser la société d'un point de vue unidirectionnel. On peut très bien adresser la question sécuritaire et également adresser les questions de communication et d'économie. Et que je pense que ces dirigeants ont pris conscience du fait que l'information est manipulée. Quand on voit les objectifs qui sont cités, je suis désolé, mais pour le moment, c'est la propagande de l'AES. Les dirigeants de l'AES, c'est des stratèges. N'allez pas penser que c'est des gars qui étaient assis en bordure de route, qui mendiaient, qui se sont retrouvés à la tête de ces États. De rompre. Ouais. Vous voyez bien que l'AES ne parle pas à l'Union africaine. Voilà, le dialogue n'existe pas. Et que, effectivement, c'est une position, pour nous, à l'analyse, c'est une position, c'est une tendance isolationniste à laquelle l'AES doit vite remédier à notre sens. L'AES lance sa chaîne de télévision. Bon, c'est tout à fait normal que l'Alliance des États du Sahel lance sa chaîne de télévision, puisqu'ils sont dans une logique de propagande. Depuis qu'ils ont tenu leur premier sommet le 6 juillet 2024, c'est tout récent. Vous l'avez vous-même dit, c'est le 16 septembre 2023 que 2023, oui, 2023 oui, pour la création. Ça a été créé par 3 pays essentiellement dans une zone où le terrorisme sévit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la chaîne de télé, c'est que c'est un instrument de cette organisation pour faire la promotion des idées. Parce que à la source de la création de cette alliance, c'est que premièrement, c'est une alliance interétatique de défense pour la sécurité collective. Au vu du fait que dans la zone, il y a non seulement des coups d'État, mais il y a aussi qu'il y a une insécurité, il y a le terrorisme ambiant que les États n'arrivent pas à gérer. Et vous allez me donner le temps peut-être après de revenir sur ce que cela signifie une alliance sur le plan juridique. Oui. Parce qu'en fait, et de parler aussi, de dire aussi que c'est un effet de mode. Les alliances en relations internationales, on les connaît. La Sainte Alliance, l'OTAN, l'OTAS, ainsi de suite. Ce sont des alliances essentiellement militaires. Mais on se rend compte qu'il y a un chevauchement entre la parturition militaire de cette alliance-là et les éléments politiques. C'est-à-dire qu'on part d'une alliance de sécurité collective pour interagir au cas où un des membres serait attaqué, et à une alliance politique où on parle de panafricanisme, où on parle de défense de la sécurité, où on parle de se mettre contre la CEDEAO, où on parle de critiquer la CEDEAO. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a signé effectivement une confédération, où on va aller vers la fédération, où on veut faire une union monétaire et douanière, où on veut une monnaie unique qui s'appellera le Sahel. Alors, c'est énormément de choses. Et à un moment donné, on a l'impression d'être dans énormément de choses en très peu de temps. Oui. En très peu de temps, puisque on a juste une année. On a juste une année, tout à fait. En très peu de temps qu'on se pose la question sur la logique stratégique de cheminement. La logique stratégique de cheminement, la logique militaire. Est-ce qu'on a déjà fini de régler les questions militaires? Parce que tous ces pays, on voit au niveau du Burkina Faso qu'on se plaint tous les jours des incursions des groupes terroristes. On se plaint tous les jours des coups d'État qu'on a déjoués.
Alors, est-ce qu'on a pu déjà gérer les questions sécuritaires au niveau de cet espace oui, qui est lui-même encerclé? Parce qu'il faut voir, il faut situer géographiquement cet AES qui est encerclé de part et d'autre par la Libye. On a la Libye de un voilà, côté. La Libye, le Tchad de l'autre, oui. voilà, qui est carrément une zone ouverte, oui, où il y a eu un afflux massif d'armes, carrément une garnison ouverte, c'est-à-dire que tout le monde le sait. Et est-ce que la logique sécuritaire, la logique de protection de la sécurité collective dans cet espace est faite? Est-ce que ça a déjà été consolidé en un an pour qu'on se lance des défis économiques, pour qu'on se lance des défis communicationnels? Où est-ce qu'on va prendre l'argent pour régler cela? La rivalité avec la CEDEAO au niveau politique, est-ce que c'est une rivalité qui peut tenir au niveau juridique, ainsi de suite? Il y a beaucoup de questions qui se posent préliminaires comme ça que je peux mettre. Mais pour moi, c'est juste une question de propagande. C'est une question de propagande communicationnelle. Ils veulent avoir un instrument qui leur permet de diffuser les valeurs qu'ils partagent. Comment vous pouvez analyser les objectifs de cette web télévision? Non, vous ne pouvez pas tout de go comme ça là m'amener à discourir sur les objectifs. C'est-à-dire, vous me donnez l'impression là que je donne un blanc-seing à la démarche et à la poursuite qui est celle du docteur Bekombo. Vous savez que son discours est très policier à l'endroit de la métropole pour un certain nombre d'orientations aussi bien disciplinaires que d'affects qui le rattachent à la France. La vérité est que vous ne pouvez pas analyser la création de cette chaîne de télévision sans en amont retourner dans ce qu'il est convenu d'appeler ici l'image que les médias mainstream diffusent à longueur de journée à l'endroit de ces trois États qui composent l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger. Si vous jetez un coup d'œil dans l'un de ces médias, que je ne nommerai pas, de par mon éloignement de leur ligne éditoriale, ce n'est que le chaos qui sort de ce côté-là. Et donc, vous avez donc en face une confédération qui se met en place et qui prend conscience qu'elle fait face à une guerre informationnelle. Tout à fait. Et donc, c'est la réponse à cette guerre informationnelle qui s'articule autour de ce projet de création de cette Web TV. Ça, c'est important que nous puissions fixer le débat à partir de ce prologomène. Parce que vous n'allez pas penser un seul instant que c'est le fruit du hasard qui amène ces trois États la semaine dernière, me semble-t-il, à avoir décidé de la création de cette chaîne de télévision qui doit être lancée, je crois, jour anniversaire. Le 16 septembre 2024. Voilà, jour anniversaire. Tout à fait. Voilà. Et donc, notre docteur Bekombo pose la question de la pertinence de cette initiative en tentant de manière très brillante. Vous savez que les diplomates, vraiment en termes d'arguments, on peut rien leur reprocher, mais c'est dans le détail que le diable se trouve. Il dit, est-ce qu'ils ont réglé les problèmes sécuritaires? Mais on ne peut pas analyser la société d'un point de vue unidirectionnel. C'est-à-dire que la compréhension des sociétés telles qu'elles fonctionnent doit pouvoir mobiliser la dimension holistique. Parce qu'un État, une confédération, c'est pas que la sécurité. C'est également l'économie, c'est également l'éducation, c'est également l'information, la communication. Bref, c'est un ensemble de choses qui vont ensemble, qui ne sont pas nécessairement antagonistes ou qui s'excluent les uns des autres. On peut très bien adresser la question sécuritaire et également adresser les questions de communication et d'économie. Parce que pendant que vous menez des actions sécuritaires et que vous avez en face un camp qui envoie plutôt des informations démontrant que vos actions militaires ne sont pas pertinentes, parce qu'on a pris rapidement, lors d'une présentation d'un journal, un breaking news où on dit les terroristes ont massacré 1000 militaires burkinabés. Vous voyez l'impact psychologique qu'une telle information peut avoir sur les troupes et les populations, qui à un moment donné vont se permettre de questionner la pertinence des actions qui sont menées par leurs dirigeants. Et donc je crois que c'est en réponse à cette guerre informationnelle que le camp d'en face leur sert, que ces trois pays ont décidé de penser cette chaîne de télévision. Et le peu que j'ai pu lire ça et là, et également les débats que j'ai eu avec des collègues qui sont du côté de Burkina, il faut savoir que les trois objectifs prioritaires de cette chaîne de télévision sont 1. Permettre aux citoyens de l'AES d'avoir une information de qualité par rapport à la coopération et aux enjeux qui sont ceux de la démarche que leurs dirigeants essaient de mettre en place. Premier objectif. Le deuxième objectif est en lien, effectivement, avec la réponse à cette guerre informationnelle que l'AES fait face, de par la France et tout ce qui gravite autour de la France. Et troisième chose, c'est de pouvoir se vendre à l'international. Et donc, cet outil stratégique, parce que moi je l'analyse comme tel, il est à la fois stratégique, il est à la fois de coopération, il est à la fois de diplomatie, mais il est également un outil social.
Parce que quand ils disent dans le plan objectif qu'ils veulent se donner une bonne image à l'international, c'est parce qu'ils sont conscients que les informations, par exemple, qui arrivent au niveau de la Chine, qui sont certainement diffusées par les médias mainstream, desservent leur cause. Vous voyez un peu. Vous vous souvenez que c'est devenu presque un jeu où tous les 3 mois on a suspendu RFI, on a suspendu France 24 parce qu'ils se sont retrouvés, au lieu de présenter l'information, à déformer l'information et à relayer tout un nombre de choses qui ne sont pas toujours conformes à la réalité. Donc, moi, voilà ce que je peux dire pour un début, que la mise en place de cette chaîne de télévision se présente comme un outil stratégique en réponse à la guerre informationnelle que les États de l'AES font face par rapport au... Est-ce qu'il y aurait un autre problème que cette initiative vient résoudre? Je pense que là, pour répondre directement à votre question, la première chose que j'y vois, c'est la prise de conscience des dirigeants qu'une élite seule ne fait plus l'autorité d'un pays. C'est-à-dire que si les dirigeants se rendent compte qu'il faut associer les populations, parce que pour moi, l'idée de la télévision, c'est que il faut donner l'information aux populations. Peut-être, pourquoi pas, faire l'information aussi par les populations. Je pense que c'est une interaction qu'on ne peut pas sous-estimer. C'est-à-dire que je pense que ces dirigeants ont pris conscience du fait que l'information est manipulée. Et pour dire à nos téléspectateurs, toute information est idéologiquement constituée. Je pense que le docteur Bitouga l'a dit, toute information est idéologiquement constituée. Et pour aller un peu dans une épistémologie de la pensée, vous voyez, quand vous raisonnez, chaque fois que vous dites quelque chose, c'est en fonction de quelque chose que vous croyez. C'est-à-dire que celui qui vous regarde, il a fait allusion à la suspension de RFI, de France 24 et tout. Eux, ils donnent l'information. Je pense même pas que dans leur esprit, ils pensent faire mal. En fonction de ce qu'ils croient, en fonction de l'éducation qu'ils ont reçue, ils pensent que s'il faut parler du Mali, du Burkina, du Niger, c'est de telle manière qu'il faut parler. Parce que on a le préjugé que c'est des sauvages et que on leur apporte le salut, on leur apporte ceci. Donc on donne l'information en disant, s'ils refusent nos armées, c'est justement parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Donc donnons l'information en disant à tout le monde qu'en réalité, voilà des gens qui sont dans le besoin, mais qui refusent le salut qu'on peut leur apporter. Genre, je sais pas si le profil de l'hôpital se moque de la charité. L'hôpital se moque de la charité. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, l'initiative, et ce qu'on disait, qu'on dit habituellement, c'est-à-dire que chaque fois que vous ne prenez pas d'initiative pour vous assumer en tant que peuple, les autres prennent l'initiative pour vous, ou bien vous rencontrez des initiatives à côté sur le bord. Donc, la première des choses que je salue dans cette démarche, c'est la prise de conscience du fait que les populations doivent participer à la lutte. Parce que si ces populations ne sont pas bien informées, elles écoutent. Chacun de nous, ici, on sait. On a des fenêtres, des radios étrangères. Chaque fois qu'on monte dans la voiture, le réflexe, c'est de mettre ces radios-là. On est nourri par ces informations-là. Donc, si à l'intérieur de nos pays, de l'AES, on ne peut pas constituer des informations solides, de la vérité, partie de la sociologie, de l'anthropologie des peuples, telles que ces informations-là sont, ces espaces sont vécus, du vécu réel de ces populations, on sera toujours un peu à côté de la plaque. Et on sera toujours aussi dans l'attente d'une information qui vient. On est malheureusement comme ça, on nous a malheureusement éduqués comme ça. C'est-à-dire que parfois vous regardez les médias, vous savez qu'ici, ici je peux douter l'information. Bon, ici je peux douter, mais dès que tel, je vais pas prononcer les noms des chaînes, mais dès que c'est tel l'a dit, on dit même telle chaîne l'a dit. Et regardez un peu comment nos parents. On a des informations à cause du nom de la chaîne. Du nom de cette chaîne. Oui. Donc, pour revenir à ce que disait le docteur Bekomo, il s'agit pas seulement de créer la chaîne. Mais créons la chaîne, mais maintenant, qu'est-ce que nous mettons dans la constitution de l'information qui va faire la chaîne? Parce qu'en réalité, il faut que cette information-là ne soit pas non plus étrangère à l'individu, au sujet. C'est pour ça que je pense que, et j'espère qu'ils ont pensé à ça, c'est-à-dire que le sujet, l'individu, est militant à la cause. Si vous dites que vous venez défier l'histoire, parce que c'est ça en réalité, c'est ça qu'il s'agit. Si vous voulez défier l'histoire, vous ne pouvez pas défier l'histoire en tant que leader à vous seul. Vous ne pouvez défier l'histoire que si vous associez les populations à la cause que vous défendez. De sorte que chaque sujet, chaque individu soit capable de juger, d'évaluer l'information et de prendre position par rapport à l'information qu'il a reçue. C'est pour ça que dès que vous avez créé la télévision, il faut continuer, et quand le docteur Bitouga disait, dans la classification des actions du docteur Bekomo, les problèmes sécuritaires, je pense que la question informationnelle est capitale. Parce que c'est elle qui motive. C'est elle qui accompagne, c'est elle qui permet à chaque sujet de cette alliance-là de savoir que désormais, voici ce qui est attendu de nous, voici la route que nous devons prendre, voici nos leaders doivent montrer aux citoyens qu'ils sont importants. C'est un débat, et en respectant les positions des uns et des autres, ce que je tiens à dire, c'est que on est sur la chaîne. Tout à fait. On est sur la chaîne. Moi,
je me pose la question de savoir, j'ai parlé de chaîne de propagande. Ouais. Chaîne de propagande, pourquoi? Parce que quand je vois le processus de création de l'AES, il ne me semble pas qu'il y ait eu une révolution populaire, qu'il y ait eu un référendum du peuple, qu'il y ait eu une agora dans ces trois pays-là pour décider qu'on va créer cette alliance. C'est le fait de ceux qui sont arrivés au pouvoir et qui ont un discours rhétorique contre le système international. Certains acteurs particuliers du système international, ils ont le droit de le faire. Maintenant, ça n'empêche pas que, en tant que spécialiste de relations internationales, qu'on rappelle, et je pense que ça fait partie des consultations gratuites. Parce qu'il ne faut pas, nous ne sommes pas dans l'espace intersidéral, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, nous sommes dans les relations internationales. Et depuis 1648, avec les traités de Westphalie, l'espace international est constitué d'une certaine façon. Et dans cet espace international-là, ce n'est pas là est-ce qu'il crée les alliances. Il y a eu des alliances avant, des alliances militaires. Eh bien, alliances militaires, je vous ai cité l'OTAN, qui continue encore de régimenter le monde, malgré l'existence du Conseil de sécurité. Vous voulez parler de cette chaîne. Oui. D'accord, parlons-en. Cette chaîne va s'affilier sur quel satellite? Vous savez très bien qu'il y a la géopolitique de la communication. Oui. Et que, effectivement, même dans la communication, la division internationale, ces conflits continuent à se passer. Le docteur Bitouga parlait de la suspension de RFI dans certains pays. On décide de suspendre, on décide de remettre, ainsi de suite. On voit ce ping-pong-là. OK, c'est celle de la diplomatie. Mais ça démontre effectivement que les pays sont libres dans leur espace de faire un certain type de communication. On ne critique pas le fait qu'il y ait la création de cet outil. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dans cet outil? Cet outil va rayonner jusqu'à quel point? Est-ce que l'AES veut faire du Al Jazeera, du CNN, voilà, du Afrique Média? Il faut qu'on sache quel est l'objectif. Mais quand on voit les objectifs qui sont cités, je suis désolé, mais pour le moment, c'est la propagande de l'AES. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas pour s'aborder ou alors pour dire que l'AES c'est rien. Je suis en train de dire que nous partons, parce qu'il faut que les choses soient claires pour les leaders de l'AES. L'objectif fondamental, c'était la sécurité collective. C'était une alliance interétatique militaire. À partir de quel moment est-ce qu'on quitte cette alliance militaire? Et d'ailleurs, le traité signé, la confédération signée, confirme cette tendance. Ce que nous analysons, c'est donc que cette tendance dans les textes qui est écrit est différente du discours porté par les leaders. Capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le colonel Abdourahmane Tiani. Voilà. Alors, c'est un risque, c'est-à-dire, j'appelle l'attention des analystes sur cette dichotomie entre ce qui est dans les textes et le discours porté. Et le docteur Koukam fait bien de parler du peuple dans tout ça. Justement, je suis d'accord avec lui. Même si on partage, même s'il y a des nuances. Mais je suis d'accord avec lui. Mais ce que moi j'ai dit, c'est que quand j'analyse le factuel dans la création de l'AES, la procédure de création, je vois pas trop le peuple. Quand j'analyse les textes mis en place, le contenu des textes et le discours tenu, j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie. C'est pour ça que je me pose la question de savoir quel est l'objectif visé. Est-ce que finalement, ce n'est pas une histoire? Parce que techniquement, on peut en parler, hein, la sortie de la CEDEAO, qui a été actée le 28 janvier 2024. Au plan technique, au plan juridique, ça ne se fait pas parce qu'on a dit qu'on sort. Il y a des accords qui sont signés. On est dans le système international. Les pays dans le système international ne font pas ce qu'ils veulent. Ils sont tenus par un certain nombre d'accords. Et ces pays-là ont non seulement les accords avec la CEDEAO, mais les accords avec d'autres superpuissances de l'espace international. Et vous voyez très bien où je veux aller. Ouais. C'est-à-dire que cette tendance que ces pays ont montre très bien que ces pays rentrent dans une tendance de cet espace international qui se crée aujourd'hui. Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. C'est une lecture géopolitique ou des relations internationales qui, bien entendu, n'est pas en dichotomie. J'insiste pour dire au docteur Bitouga et au docteur Koukam que cette analyse n'est pas en dichotomie avec le soutien au panafricanisme, le discours du panafricanisme. C'est une analyse réaliste que les leaders de cette alliance doivent prendre en compte pour que cette alliance soit forte et adossée sur la réalité du peuple. Parce que justement, on a l'impression dans cette alliance que c'est les hommes qui font l'alliance par leur discours. Et que justement les textes ne sont pas... Je préfère que les textes soient en adéquation avec le discours des hommes. Quand on dit, voilà, on ne veut plus tel, qu'on suspend les relations diplomatiques, qu'on enlève les ambassades, qu'on s'isole.
Parce que c'est ça, le discours d'isolation, ce n'est pas ce qui se passe. On voit bien que on continue de commercer avec d'autres pays, on continue, voilà, d'entretenir des relations avec les pays qu'on dit qu'on ne veut plus. Donc, à un moment donné, il faut être juste en cohérence entre le dialogue, ce qui est prévu par le texte, et les processus. Comment la chaîne peut renforcer la coopération entre les trois États, mais surtout entre les peuples? Non, la vérité est que j'aime bien toujours m'engouffrer dans la faille que le docteur Bekombo me sert de très belle manière lorsqu'il dit ne sommes pas naïfs, ne sommes pas dupes. Ouais. Oui, mais dans le prolongement de cette interpellation, il faudrait que le docteur Bekombo sache que la France a éjecté de l'espace européen RT, qui était la chaîne russe, qui était comme le contrepoids de tous ces médias mainstream. Est-ce que quand la France et ses autres amis de l'Europe occidentale décident d'éjecter RT, c'était un référendum, c'était une élection où les Européens s'étaient prononcés par rapport à l'éjection de RT? Non. Il me semble que la France avait pris conscience que en Afrique, il ne pouvait plus faire prospérer un certain nombre de discours allant dans le sens de diaboliser, de ternir la réalité dans les États qu'ils considéraient comme des États qui essaient de sortir du giron. Bah, c'est important que nous puissions faire cette précision pour que vous compreniez que cette affaire d'information ne peut pas être prise par le seul bout d'une démarche de propagande. C'est-à-dire que même les pays occidentaux, quand ça devient très compliqué, eux-mêmes deviennent des États dictatoriaux. Vous vous souvenez qu'il y a 3 jours, 4 jours de cela, où de manière kafkaïenne, le PDG de Telegram s'est retrouvé en Bastille. Justement parce que quand vous voyez la place de Telegram dans le vaste, macrocosme de tout ce qui se joue dans l'espace géostratégique, et Macron s'est défendu, il a dit que vraiment ceux qui vont faire des critiques là, ça les regarde, lui, il le met d'abord au gnouf. Maintenant, quand je reviens au niveau des États de l'AES, moi je refuse qu'on puisse inscrire la création de cette Web TV, et ça c'est important à rappeler. Moi je suis pas spécialiste des médias, mais il me semble que la Web TV s'inscrit dans un schéma qui est bien précis. Parce que tout à l'heure, je vois le docteur Bekombo nous demander le satellite, c'est monté, c'est descendu, comme si la priorité des satellites n'était que française. Je vous ai dit que son rapprochement, son inclinaison et sa association française me posent beaucoup de problèmes. Mais là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat, justement. Alors, pourquoi cette Web TV, moi, me parle? Elle me parle effectivement parce que les dirigeants de l'AES, c'est des stratèges. N'allez pas penser que c'est des gars qui étaient assis en bord de route, qui mendiaient, qui se sont retrouvés à la tête de ces États. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et la deuxième chose, il me semble que la réunion de la semaine dernière, qui a débouché sur les derniers réglages autour de la mise en place de ces Web TV, on parle bien des spécialistes de la communication. Donc, cette infantilisation que l'auteur Bekombo tente maladroitement de faire sur le plateau, est-ce qu'il maîtrise, les contenus seront comment? Je voudrais que le docteur Bekombo prenne conscience que le Botswana dans lequel il vit ne peut pas être généralisé à l'ensemble des États africains. En tout cas, la Web Télé n'est pas encore lancée. Oui, mais je dis donc que son regard camerouno-ancré dans ce Botswana dans lequel il s'installe, ouais, et qu'il projette maintenant dans les autres États que si nous on n'arrive pas à faire, les autres ne pourront pas faire. Non, c'est pas ça. C'est ça. Un an après qu'il soit parti de la CEDEAO et autres, là, vous avez l'impression que le Niger, le Burkina, le Mali sont en train de s'affaisser. Il me semble quand même que quand vous avez accès à d'autres types d'informations, c'est les économies qui se redressent. Et je vous ai dit que moi, je suis en communication permanente avec les collègues qui sont dans ces pays, qui vous disent que, au-delà du narratif des mainstream qui démontre que c'est le chaos là-bas, vous avez des populations qui accueillent en grande majorité le travail salutaire qui est fait. On voudrait bien les appeler néo-souverainistes, on voudrait leur donner des noms discriminants, vilipendants, tous ces autres-là. Mais c'est des gars qui sont portés par une vision. Et les porteurs de vision ont toujours la malchance que dans des environnements de médiocrité, ils sont toujours perçus comme des illuminés. Mais on ne peut pas sur un an vouloir être aussi acerbe lorsqu'on fait des critiques sur des actions aussi fortes comme celle de s'engager dans le combat frontal de la guerre informationnelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je vous assure que, prenez le cas du Cameroun, est-ce que vous savez qu'il est plus facile de capter RFI que de capter, par exemple, la chaîne nationale? Vous ne le savez pas, non. Je vous informe. Il est plus facile de capter RFI, puisqu'ils vous disent que c'est des ondes courtes par rapport aux fréquences FM et autres là, où il faut une certaine logistique sur autres là. Pourquoi ils le font? Parce qu'il faut que, moi je vous dis, les pygmées dont je suis familier depuis bientôt 20 ans aujourd'hui, sont plus au contact de l'actualité française que de l'actualité camerounaise. Donc, vous avez des populations dans la logique de la guerre informationnelle qui ne sont pas les habitants de l'espace dans lequel ils se trouvent. Parce que vous êtes abreuvés
à la mauvaise information. Et en tant que stratège, parce que la vérité est que ces 3 dirigeants, il me semble que c'est des militaires. Oui. Et je ne sais pas si en termes de stratégie, il y a mieux que les militaires pour penser la stratégie. Et je vous dis que pour le peu que moi, je connais, parce que j'ai été très proche du quartier général dans ma première enfance, je vous dis que les questions d'information, les questions de communication sont une part de l'ADN des militaires. Donc, s'ils ont trouvé pertinent de penser cette web TV, je crois que le docteur Bekomba, toute humilité, devait se rapprocher des conseillers techniques de cette alliance pour peut-être donner son expertise et venir voir comment ces éléments peuvent amener effectivement la discussion n'est pas axée non, je fais juste sur le penchant. Je dis juste qu'on peut utiliser notre expertise pour effectivement renforcer ce projet panafricaniste, souverainiste, qui vise effectivement à redonner aux populations de l'AS de nouveaux imaginaires, une nouvelle pensée, un nouveau mindset par rapport à cette je le défends pas, je le défends. Mais en réalité, est-ce qu'on peut imaginer une collaboration objective entre l'Alliance des États du Sahel, du moins le projet de la web télévision, avec les autres organisations sous-régionales? Oui, la question est très importante parce que nous voyons bien le positionnement de l'AES vis-à-vis des institutions et vis-à-vis des autres acteurs du système monde. Nous avons vu qu'avec la CEDEAO, il y a eu une sortie de la CEDEAO en janvier 2024. La CEDEAO a effectivement fait comprendre il y a eu tout un échange diplomatique entre la CEDEAO et les responsables de l'AES pour faire en sorte que cette sortie soit faite après une période transitoire où effectivement il y aura liquidation des obligations, des différentes obligations en termes d'accords et ainsi de suite. Nous avons vu que l'AES a décidé unilatéralement de rompre. Oui. Vous voyons bien que l'AES ne parle pas à l'Union africaine. Voilà, le dialogue n'existe pas. Et que, effectivement, c'est une position, pour nous, à l'analyse, c'est une position, c'est une tendance isolationniste à laquelle l'AES doit vite remédier à notre sens. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure au début de la discussion, quand on commençait cette discussion, que les alliances ont une trajectoire historique. Les alliances n'ont pas commencé avec l'AES, les alliances militaires n'ont pas commencé avec l'AES. Toutes les alliances militaires, l'OTAS, qui n'existe plus, l'OTAN, qui est encore là aujourd'hui, discutent avec les autres partenaires internationaux. Donc, il faudrait que l'AES s'ancre dans cette tendance-là pour sa vivacité déjà, pour son existence, parce que la tendance isolationniste est une tendance qui les guette dans leur interaction avec les autres acteurs de l'espace international. En gros, Dr Bitouga, l'AES, à partir de cette chaîne de télévision, ne veut pas collaborer. Je vous ai dit, lorsque je présentais les objectifs principaux de la création de cette web TV, que il y avait l'idée de donner aux populations de l'AES une information fiable, une information de qualité qui rend compte des avancées autour de cette opération. Deuxième chose, s'investir dans la lutte informationnelle à laquelle l'AES fait face. Et troisième chose, je vous ai dit, vendre une image positive de l'AES à l'international. Il me semble que le troisième objectif, en principe, répond à votre question. C'est-à-dire que s'il se fixe un objectif pour vendre une image positive de l'AES à l'international, ça veut dire que l'AES ne se ferme pas. Est-ce que vous savez que celui qui se présente comme le sauveur de l'Ukraine est folklore depuis 1 an aujourd'hui? Mais on ne parle pas d'organiser des élections en Ukraine. Oui. Mais vous avez vu comment dans des États africains en pleine guerre, on a quand même justifié la pertinence d'organiser des élections dans des États en guerre en Afrique. Moi, je vous ai dit que si vous devez craindre 2 personnes sur cette terre, vous devez craindre les dentistes et les diplomates. C'est des gens très dangereux dans la marche globale. Non, donc, si on traversait cette dimension, le problème, oui, c'est que l'AES, à partir de ce projet, n'est pas ouvert. Celui aujourd'hui qui porte la voix de la CEDEAO, un certain Ambalo, est-ce que vous savez que lui-même est dans l'illégalité démocratique? Donc, je peux reproduire des exemples comme ça là, même dans l'espace CEDEAO, qui sont des violations flagrantes des principes démocratiques. Oui. C'est pour ça que les leaders de l'AES disent que foutez-nous un peu le camp CEDEAO avec des principes que vous-même, vous ne respectez pas. Mais il faut avoir le courage de dire ces choses. Comment vous voulez qu'une institution panafricaine comme l'Union africaine se gargarise, danse en plein midi d'un financement chinois pour construire le siège de l'Union africaine? Et vous voulez donc que des gens qui sont portés vers des projets de grandeur civilisationnelle comme les leaders de l'AES viennent discuter avec des tombeaux blanchis? C'est pas possible. C'est une condition pour ne pas communiquer avec les autres. Je dis que dans la gouvernance des sociétés, les actes parlent plus que les paroles. C'est-à-dire de parler démocratie et ne pas appliquer la démocratie, moi, ça m'interpelle. C'est pour ça que l'AES s'inscrit dans une démarche d'enfermement-ouverture. Et même pas enfermement, il ne s'enferme pas. Enfermement-ouverture. Il ne s'enferme même pas. C'est-à-dire qu'il coupe ici, là, et ils ouvrent là-bas. Ce n'est même pas un enfermement, puisque je vous dis qu'il collabore avec la Russie, oui. Il collabore avec la Chine,
ils collaborent avec d'autres États. Donc, n'allez pas penser que la coopération ou la collaboration ne doit se faire que en tenant compte des petits agrégats communautaires que sont la CEDEAO et l'Union africaine, puisque la critique que les peuples de l'AES ont fait à la CEDEAO, c'était quoi? C'était que la CEDEAO s'est laissée dicter par la France en sacrifiant la vie des peuples. Or, il me semble que la CEDEAO qui parle aux Africains, c'est d'abord cette CEDEAO du vivant, cette collaboration entre les peuples. Et moins d'abord cette partie théâtrale où on a vu des gens sommer les leaders de l'AS, que si ceci n'est pas fait, tous ces autres-là. Et pendant qu'on voulait restaurer la paix, ou disent-ils, ils voulaient restaurer l'ordre institutionnel, n'est-ce pas, dans ces états de l'AS, eux-mêmes sont en plein dans des cas antidémocratiques. Ça, je vous dis que ne regardez pas les actions de l'AS par rapport à ces petits hégémons communautaires. L'AS se projette vers la Chine, vers la Russie, qui me semble aujourd'hui sont les grandes puissances qui pensent et donnent quand même une certaine attention à ce moment.